Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous arrivez à m'entendre. Je m'appelle Déborah Moutound et je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Ce live où nous allons essentiellement parler de la plateforme Share Africa, qui est un forum organisé dans le cadre de la saison Africa 2020 sous le haut patronage de son Excellence, le président français Emmanuel Macron. C'est une conférence, un forum qui va se dérouler les 2 et 3 juillet prochains à Paris, à la Maison de la Radio. Ce forum a pour ambition essentiellement de présenter l'Afrique, de la jeunesse, de l'innovation et de la créativité et de contribuer à changer l'image du continent en mettant en valeur ses réussites. Des réussites, nous en avons ce soir. De la créativité, nous en avons, de l'innovation aussi, parce que je suis accompagnée de Steve Oponou qui nous vient du Bénin. Bonsoir Steve, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir Déborah, merci pour l'invitation. C'était un plaisir de t'avoir. Alors Steve, tu étais promis à une carrière de footballeur, mais tout ça s'est transformé, a basculé. Raconte-nous un peu ton histoire. Exactement, donc moi je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin jusqu'à 14 ans où j'ai été détecté pour venir jouer au football. Et en fait, quand je suis arrivé en France à Auxerre, on m'a décelé une maladie qui s'appelle HLA-B27. Donc c'est la spondylarthrite ankylosante qui touche en fait la colonne vertébrale et les hanches. Donc accident, remise en question, il faut savoir que je courais très vite. J'ai pas mal de qualités et donc non seulement je ne peux plus courir, je ne peux plus vivre de ma passion, mais en fait il s'est fallu que je me suis retrouvé en fauteuil roulant où j'ai été paralysé. Donc pendant 2 années, ça a été le parcours du combattant où j'ai passé 2 années en fauteuil roulant exactement avant de pouvoir marcher et ensuite de partir dans une autre carrière qui est celle de la mode. Donc tu es aujourd'hui styliste. Alors, je fais plusieurs choses. D'accord. Exactement, je suis styliste donc du coup, je suis le fondateur de la marque BHP, Black Hats Paris, où je fais toute la direction artistique, je design les produits avec d'autres personnes, je ne suis pas seul. Et aussi, je suis le fondateur de l'agence de stratégie digitale SHK, où en fait, on accompagne les personnes et les marques dans leur communication digitale, dans leur stratégie digitale. Donc, tout simplement, c'est comment lancer leur projet de A à Z, mais digitalement. Félicitations, Steve. Merci. Très belle histoire, beau parcours. On Merci va beaucoup. passer à Chine Adonia, qui est une des personnes les plus suivies, j'ai envie de dire, une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux de ces dernières années, parce que voilà, elle est conseillère en images, elle nous accompagne, elle accompagne les individuels, les personnels, les sociétés à communiquer sur leur image. Elle parle de confiance en soi, de plein de sujets finalement qui intéressent énormément avec cette vague de réseaux sociaux. Bonsoir China, est-ce que tu nous entends? Bonsoir Déborah, je vous entends très bien. Comment ça va? Très bien, très bien. Alors China, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'on pourrait te présenter? Moi, je suis une enfant de l'Afrique, vu qu'on est chez Share Africa avant tout, et c'est vrai que c'est un des sujets qui me passionne le plus. Quand on évoque l'Afrique, quand on mange l'Afrique, quand on porte l'Afrique, quand on la danse, quand on parle l'Afrique, je suis complètement moi-même. Voilà, je suis comme un poisson dans l'eau dès qu'on parle de la terre-mère. Et c'est vrai que en atterrissant sur les réseaux sociaux, dans un premier temps pour promouvoir mon activité de conseillère en images ou consultante en images, on appelle ça comme on veut, j'ai tenu à garder ce marqueur identitaire très fort pour ne pas qu'on me prenne pour autre chose que ce que je suis. D'autant plus que je vis dans la diaspora, je vis à Paris, et très vite, avec un prénom et un nom qui n'ont quasiment aucune consonance africaine, on m'a donné toutes les origines du monde et je tenais à marquer mon Afrique. Donc, oui, ça se voyait dans la manière dont je m'habillais sur les réseaux sociaux. Donc, depuis 7 ans, bientôt 8 ans, je veille à ce que tous les jours, je porte sur moi au moins une pièce d'un créateur africain. Là, par exemple, ce top et celui-là, magnifique, viennent de Dakar, est devenu un art de vivre chez moi. Et quand je ne promeux pas l'Afrique à travers le contenu que je crée sur les réseaux sociaux, tous les jours, je suis donc consultante en images, j'accompagne des entrepreneurs, des personnalités, des monsieur, madame, tout le monde qui souhaitent soigner leur image pour booster leur carrière. Donc, ça peut être un étudiant qui ne veut pas ressembler à un étudiant pour réussir cet entretien d'embauche qui va être un catalyseur pour la suite de sa carrière. Je vais lui apprendre à ressembler à un banquier, à un conseiller
consultant, un commercial. Ça peut être une entrepreneur qui lance une marque de jouets et qui ne sait pas trop comment passer de l'idée à l'action. Donc, je suis moi-même chef d'entreprise depuis 16 ans bientôt. Donc, j'ai commencé en Afrique, 9 ans là-bas, le reste ici. Donc, tout ce qu'il faut savoir détricoter quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je peux au moins leur faire gagner un temps fou et de l'argent, que ça reste la finalité d'un business. Fait. Et quand je ne suis pas ça, je suis juste moi-même la mère de mes enfants et oui, une grande consommatrice moi-même des réseaux sociaux. Et j'avoue que 60% des comptes qui m'inspirent, que je suis le plus, sont très orientés sur l'Afrique parce que j'ai besoin de me nourrir aussi de ces interactions-là avec ces autres personnes qui racontent peut-être différemment de moi, mais avec tout le cœur et l'authenticité qui est là. En tout cas, raconter l'Afrique, tu le fais très bien et bravo pour tout le travail accompli. Merci. Alors, on va passer maintenant à quelqu'un qui est très connu. Il est célèbre, il est drôle. Si je vous dis qu'un monsieur a ramassé une souris et qu'il a réussi à faire rigoler la planète entière, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Il s'appelle Florent Amani, de son vrai nom, et c'est Observateur. Est-ce que Observateur m'entend? Oui, je t'entends très bien. Comment ça va? Je te tutoie, oui, ça va très bien. Vous allez bien? On se tutoie, s'il te plaît. Okay. Moi, je suis une grande fan Observateur. Et je te suis depuis tes débuts, depuis la fameuse histoire de la souris. Oui. De la souris, tu es passé au grand plateau de télé en France. Aujourd'hui, tu es un des web humoristes les plus connus. Est-ce que tu peux te présenter à notre public aujourd'hui? Oui. Je m'appelle Florent Amani, alias Observateur EBN, et je fais plein de vidéos. Voilà, je me cherche sur Internet. Tu te cherches sur Internet, c'est pas mal comme description, ça. Oui. Donc, alors, tu es très actif sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. Et qu'est-ce que tu fais essentiellement sur les réseaux Observateurs? Tu nous racontes ta vie, tu nous parles de ta journée? Les autres, tu n'as pas posé de questions, et puis moi, tu me poses des questions. Parce que tu ne veux pas trop parler. Non, oui, je vois. Tu peux reprendre ta question du coup là. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement sur les réseaux? En quoi consiste ton activité sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu relais essentiellement ton quotidien ou tu crées du contenu? Oui, ça dépend du canal sur lequel je communique. Sur TikTok comme ça et Instagram, je détourne tout ce qui est challenge. Il y a mon gain d'humour, s'il y a des challenges, s'il y a des parodies musique, il y a des déguisements. Ça, c'est pour Instagram et TikTok souvent. Sur Snapchat, c'est mon quotidien, c'est ce que je suis, voilà. Puis souvent, je fais, voilà, c'est un peu ça. Sur Facebook, c'est des thématiques. Sur YouTube, c'est des voyages. Donc, ça dépend du réseau sur lequel je veux diffuser. Voilà. Un peu ça. C'est bon, j'ai résumé, non? Oui, tu as résumé. Tu arrives à bien nous faire rire. Moi, en tout cas, je suis abonnée. Alors, on va passer à présent à Fanta, qui va un peu sous le sobriquet de Fantastique. Elle va nous expliquer pourquoi. Bonsoir, Fanta. Bonsoir. Je réponds simplement parce que je suis fantastique. Ben oui, tu l'es. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais l'histoire derrière est un peu compliquée, mais quand même, je peux l'expliquer en 1 minute. C'est juste que j'ai fait l'informatique en fait, et on était une dizaine de filles dans une classe où il y a au moins 60 personnes. Et j'ai résolu un exercice. Et le professeur qui était impressionné qu'une jeune dame en plus en première année d'informatique puisse faire du coding et tout ce qui est 0, 0, 1, 1, 1 était impressionné. Il m'a dit, Fanta, tu es fantastique. Et j'ai gardé ce nom-là, en fait, quand j'ai créé mes comptes réseaux sociaux, Facebook, tout ça, pour que ça me suive, en fait. Parce que je crois beaucoup en tout ce qui est positif et depuis, je suis fantastique, voilà. Ben oui, voilà, tu es fantastique, tu es positive, tout ce qu'on aime. Alors, Fanta, tu as la parole, donc je vais commencer avec toi et on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais que tu me dises, que tu m'aides un peu à définir c'est quoi un contenu digital, parce que c'est un vocabulaire, on va dire, qui est venu un peu avec l'ère des réseaux sociaux. Avant, on parlait pas on parlait pas beaucoup de contenu. Maintenant, on cherche du contenu. Vous qui êtes très actifs sur les réseaux sociaux, postez du contenu. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Alors, le contenu. Moi, j'ai commencé tout doucement avec mon blog parce que j'étais mannequin, j'aimais la mode, j'aimais parler de mode et je voulais partager ce que je voyais ici en Côte d'Ivoire de façon internationale. Donc, pour moi, le contenu digital, c'est tout ce qui peut être production, que ça soit écrite, que ça soit audiovisuel, qu'on partage sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est clair qu'en termes de diversité, maintenant, on voit tout. À l'époque, en 2012, 2011, on se limitait vraiment au blogging. Après, on est allé sur Facebook pour donner de la visibilité à ce qu'on publiait sur nos blogs et Twitter aussi. Et maintenant, on rentre vraiment dans du micro-blogging avec vraiment que des images, par exemple, sur Instagram. Et de plus en plus, c'est sur ça même qu'on se dirige et la production de vidéos. Donc, moi, de façon générale, le contenu digital, c'est tout ce qui est production de contenu en thème visuel ou en thème écrit qu'on publie sur les réseaux sociaux. Voilà. À quoi ça sert? À quoi ça sert du contenu digital? Alors, moi, c'est vraiment de base pour partager ma passion pour la mode. Ça a toujours été ça, en fait, partager ma vision et ma passion et ma vision, pardon, de la mode ivoirienne et en général africaine. Parce que je trouvais qu'on faisait tellement de belles choses ici, mais ça se limitait vraiment à nous. Je me souviens avoir tapé Gilles Touré, qui est l'un des meilleurs en Afrique de l'Ouest. Et il y avait une vieille photo de lui. C'était en 2011, une vieille photo de lui. Il n'y avait rien sur mes amis créateurs de l'époque, Zakone, Ibrahim Fernandez, que vous connaissez. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait? Bon, je suis mannequin, je porte les tenues, je fais des photos et je publie sur les réseaux sociaux. Donc voici moi, pourquoi je partage sur les réseaux sociaux en fait. Voilà. Je suis sûre que Steve doit être dans la même ligne que toi, Steve. Est-ce que tu es d'accord avec Fanta? Ça t'a aidé à partager ta passion pour la mode, les réseaux sociaux, les plateformes digitales? Alors, écoute, je suis totalement d'accord avec Fantastique. Moi, c'était autre chose, c'était plutôt une thérapie. Hein. C'est vrai que moi, je manquais énormément de confiance en moi quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça m'a permis de... Là, j'ai ma confiance qui est à un niveau, je ne te raconte plus. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça a été une thérapie pour moi. Parce que tout est parti de ce chapeau où, en fait, j'ai commencé à raconter... mes histoires. Enfin, au début, je ne me montrais pas sur les réseaux sociaux et donc, du coup, j'ai partagé. J'ai commencé à parler de mes faiblesses et j'ai une communauté qui a commencé à adhérer à ça et tout ceci a fait que aujourd'hui, pour moi, c'est un réseau de partage, mais c'est aussi un réseau d'inspiration. Moi, je m'inspire de nombreuses personnes. Shina, qui est ici, est une personne qui m'inspire. Il y a d'autres personnes qui ont des talents que je regarde et que j'apprécie ce qu'ils font. En fait, pour moi, c'est l'occasion de partager en fait par rapport à ma maladie que j'ai, même si physiquement ça se voit pas. C'est vrai que non, ça se voit pas du tout, je te confirme. Merci. C'est vrai qu'au quotidien, c'est pas facile dans des gestes de tous les jours. Et pour moi, c'était important de partager un petit peu mon expérience, de partager aussi la mode. Et en fait, donc, du coup, en fait, aujourd'hui, je l'utilise aussi comme un réseau de communication, comme un réseau de promotion, que ça soit avec ma marque. Et je l'utilise aussi pour d'autres personnes que j'accompagne. Où, voilà, en fait, en termes de stratégie digitale, je leur apprends comment communiquer, comment bien profiter de ces réseaux pour, en tout cas, pour promouvoir son activité. Mais c'est un réseau, il faut être authentique. Il faut être authentique, il faut dire ce qu'on pense, il faut dire les choses. Et cela m'a valu aussi à l'écriture de mon livre qui sort demain d'ailleurs. Ton livre, on va en parler. On a hâte d'ailleurs d'avoir quelques infos exclusives. Tu as parlé de confiance en soi. Shina, ça te parle, c'est sûr. Quel est ton objectif sur les réseaux sociaux et de quoi tu t'inspires et qu'est-ce que tu essaies de relayer comme message essentiellement, Shina? Les réseaux sociaux sont un endroit bien. Il faut qu'on arrête de leur faire un procès d'intention tout le temps, que ça pervertit les mœurs, que c'est une perte de temps, que c'est un lieu où les gens se font des millions. En Amérique, des adolescents se font des millions de dollars. Des adolescents, hein. Nous, on est des papas, des mamans, on est en train de se dire oh, comment je vais finir ma maison, comment je vais faire ceci. Mais c'est un espace absolument fantastique qui permet aujourd'hui même à des révolutions de se faire, à la société d'évoluer. Donc moi, je veux avant tout qu'on se dise les réseaux sociaux sont nos amis. Ça peut être addictif comme une drogue, mais ce sont nos amis. Et qu'on comprenne également qu'on y va pour créer une communauté qui a des points en commun avec nous. Ces points communs peuvent être des valeurs, des centres d'intérêt, des passions.
mais on crée une communauté qui a ça en commun. Donc, n'allez pas suivre un compte si vous n'avez pas de centre d'intérêt en commun avec ce contenu. C'est pour ça que je ne comprends jamais les gens qui viennent sur une page où ils détestent quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites là? Si vous n'avez rien en commun, c'est clair. Aucune valeur, ce n'est pas la peine. Donc, quand le créateur de contenu garde en tête cette notion de communauté qui a des sujets de conversation en commun, alors on va sur ces réseaux sociaux-là, sur ces comptes spécifiquement, comme on va aller sur National Geographic ou sur la nouvelle chaîne ivoirienne ou sur, je ne sais pas moi, Gabon Télévision, parce qu'il y a des sujets dessus qui nous passionnent. J'ai cité Nat Geo parce que j'adore les histoires des crashs d'avions. Et tous les crashs du monde, moi, je peux faire des émissions dessus. Et je pense que j'ai tout regardé, tout ce qui peut exister. J'espère que tu n'as pas trop peur de l'avion. Ah bah oui, justement, quand je monte dans l'avion, je fais toutes mes prières, je lève des chèques en disant si je meurs. Et surtout, je me dis toujours, je ne vais jamais mourir comme ça. Donc, je ne dors jamais dans l'avion. Comme ça, quand CNN va venir, il faut que je leur raconte tout. Le moteur s'est envolé, il y a eu ça. Petite minute de folie. Mais c'est un endroit aujourd'hui qui permet de ne pas avoir une boutique au centre-ville, parce qu'on peut avoir une boutique en ligne. De ne pas payer le loyer d'un local, parce que notre local, ça peut être les réseaux sociaux. Donc, créer du contenu, ça va être soit du contenu photo, soit ça va être des vidéos, soit ça va être du simple texte qu'on va retrouver sur des blogs, par exemple, ou alors ça va être de l'audio, donc les podcasts. À chacun de se dire avec laquelle des plateformes je suis le plus à l'aise et où est-ce que je peux le plus être une autorité. Si ma sensibilité est plus visuelle, je vais aller sur de la photo. Si elle est audiovisuelle, je vais aller sur de la vidéo. Si c'est plus de l'écrit, alors je vais plutôt être sur un blog post. Et si j'ai une belle voix et qu'en plus, je peux mener une interview, je peux parler seul de X ou Y sujet pendant 1 heure, je vais aller sur le podcast. Si je peux faire les 4, tant mieux. Je ne mets pas YouTube, TikTok et les autres. Donc moi, j'ai comme Fanta cette appétence pour l'Afrique, notamment à travers la mode. Je me suis dit, je vais parler de ce rapport à notre corps qu'on a. On s'habille pour couvrir le corps, pour mettre en valeur des choses, en cacher d'autres. Mais le vêtement a plus de fonctions que ça. Ça peut être un marqueur identitaire. Ça peut dire d'où on vient. Ça peut être un engagement politique. Quand on dit qu'on soutient des créateurs africains, c'est un acte politique. Donc ça, c'est ma motivation au départ. Et quand je fais ça et que les gens adhèrent, ils disent, tiens, j'aime bien ce dont elle parle. Une fois tous les 5 ou 6 posts, je vais rappeler, allô, je suis aussi consultante. Je fais du coaching. Si quelqu'un lance une entreprise, veut travailler avec moi, vous pouvez aller dans le lien dans ma bio, vous cliquez, vous réservez vos séances. Il n'y a même pas besoin de recevoir. Vous payez. Toi, tu es à Dubaï, j'ai des clients partout dans le monde. C'est juste comme ça via le téléphone. Donc, on aborde des sujets comme quand on arrive dans un nouveau quartier, un nouveau groupe, un nouveau collège. On va aller vers les filles qui parlent des choses qui nous ressemblent le plus. Et c'est comme ça que les amitiés se créent. Mais chacun a son identité. Steve l'a si bien dit, restons vraiment authentique, même quand on crée du contenu similaire. Quel est ce qui fait qu'on est nous et pas quelqu'un d'autre? Maintenant, pour ce qui est de la confiance en moi, qu'est-ce qui me motive? Oui, j'ai absolument confiance en ce que je fais. Ça fait 16 ans que je travaille dans la com. Je sais que si quelqu'un vient me voir, je vais l'aider. Et des fois, quand les gens me disent « ouais, c'est cher et tout », j'ai envie de leur dire « ouais, là, c'est toi qui perd. » Parce qu'en vérité, ça ne fait même pas cher comparé à ce que je facture à la tête du client, à des corporations. Mais comme c'est une personne, monsieur, madame, tout le monde, j'ai identifié des points sur lesquels on peut travailler et l'assurance que j'ai, je leur apprends aussi à l'avoir. Avoir confiance en leur offre, à quel point le public a besoin de ce produit ou service, comment ils peuvent changer le monde, à commencer par leur monde à eux, le monde d'un assistant qu'ils vont prendre, le monde du fournisseur, la dame chez qui ils vont aller s'équiper en faso d'Anfani pour faire des tote bags, par exemple. Il faut avoir confiance en son offre et se dire quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de ce que je vends. Et là, notre discours commercial, notre approche et notre création de contenu pour vendre nos produits ou services, mais dégouline de confiance en nous parce qu'on sait qu'on vend quelque chose de bien, dont quelqu'un a besoin et qui nous passionne. Et puis à la fin de la journée, en fait, être exagérément humble et manquer de confiance en soi ne paye pas les factures. Donc, quitte à choisir, ayez la foi en vous. Et j'aime rappeler aux gens l'origine du mot confiance. Elle est latine, ça signifie considérer, avec la foi. Si aujourd'hui les chrétiens sont capables d'avoir la foi en un petit Jésus qu'ils n'ont jamais vu, comment pouvez-vous, en 30 ans de vie, ne quand même pas avoir confiance en vous, en votre capacité à faire des choses, alors que vous avez déjà montré à plusieurs reprises que vous pouvez vous sortir de la merde, que vous pouvez, comme Fantastique, coder en première année, comme les garçons ne peuvent pas faire. On est capable de tant de choses. Donc, moi, je trouve qu'on n'a même pas intérêt à dire « ouais, syndrome de l'imposteur, je n'ai pas confiance en moi ». Même si vous n'êtes pas absolument sûr, allez-y, foncez.
Si on se trompe, on se relève, on réessaye, mais quelque part, le monde a besoin de ce qu'on fait. On t'a cité tout à l'heure d'anciens créateurs qui sont de l'ancienne génération, qui faisaient la mode ivoirienne. Quand on disait pas Théo, Gilles Touré, c'était à Côte d'Ivoire, on se mettait à genoux. Voilà. Aujourd'hui, il y a ces nouveaux noms qui arrivent, qu'on respecte et qui ont leur marqueur. Tu vas m'aider à trouver celui qui fait des costumes pour hommes et femmes, là, qui habille le monde entier maintenant. En Kente, Mr. Kente. Ah, Kente. Tout le monde en parle. Moi, j'ai déjà la couleur de mes 2 costumes que je dois lui acheter en tête. La prochaine fois, je vais en Côte d'Ivoire. Évidemment, Ibrahim Hernandez. Ben oui, c'est cette relève-là. Mais si c'était dit, on n'est pas des Gilles Touré, voilà, on va jamais nous respecter. Non, le monde a besoin de plus en plus de créateurs de contenu, d'animateurs télé, de créateurs, de stylistes. Il faut juste réclamer sa place. Et quand on est là, on l'assume. Et on ne s'excuse pas d'être là. Tout à fait. Alors, je veux juste rappeler au public qui nous suit qu'ils peuvent nous poser leurs questions et qu'on va y répondre à la fin de cette session. On va revenir un peu à toi, observateur, qui est plutôt calme ce soir. Alors, observateur, pour tout le monde ici, chacun a un peu choisi sa voie. China, on l'a compris, est dans la communication, le conseil en images. Fanta et Steve sont, eux, dans la mode. Et toi, tu as choisi l'humour. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Est-ce que tu es humoriste de formation? Pourquoi peut-être diriger vers cette voie-là? On dit, on sèche son habit là où sa main arrive. Donc, c'est quelque chose que je draine facilement, que pour moi, je ne peux pas m'épuiser. C'est à moi. J'aime taquiner, j'aime emmerder, j'aime m'amuser. Donc, pour moi, c'est pas de l'humour que je fais. Je me suis amusé et les gens, ils ont trouvé ça drôle. Et comme elle a dit, ça crée ta communauté au fur et à mesure. Ce que je fais aujourd'hui, comme vous le dites, plein de gens peuvent dire, moi, ça me fait pas rire parce que c'est ce que je fais, ça lui parle pas. Donc, c'est ce qu'elle a énuméré. Mais moi, je m'amuse juste, je rigole de tout ce que je veux. Et il y a des gens qui me ressemblent, qui veulent aussi rigoler de tout. Du coup, ils me trouvent drôle. Tout à fait. Donc, c'est en ça, je me dis, s'il y a des clients, il faut continuer de vendre. Donc, j'ai continué, voilà. Mais justement, on a beaucoup évoqué les pécuniers de la chose, l'aspect financier. Finalement, cette présence sur les réseaux sociaux vous ont permis à tous de créer des communautés plus ou moins grandes. Et moi, j'ai envie de vous demander franchement, est-ce que ça vous rapporte? Est-ce que ça rapporte aujourd'hui de créer du contenu digital? Ça fait vivre son homme? Oui. C'est fantastique la réponse. Oui. Oui, China? Oui. On est en janvier, donc les états comptables et tout sont plutôt en février. En février. Février. Tout à fait. Et c'est vrai que je faisais le point rien que du mois de janvier, je ne parle même pas de 2020, qui a été une aubaine pour les gens qui sont dans le digital, en tout cas pour moi. Là, en fait, en termes de contenu, après, je tiens à dire à ceux qui veulent vivre de ça, souvent on va vous payer 4, 5, 6 mois après. 6 mois après. C'est pas forcément toujours tout de suite. Les clients ne sont pas toujours prompts à payer. Non, c'est juste en fait entre le temps où on vous envoie le brief, où on vous contacte pour vous proposer la campagne, on vous demande les informations, votre site média, les stats, etc. On vous envoie le brief, vous commencez à créer le contenu, il valide, on corrige, aller-retour, et on vous dit la campagne est sur 2, 3, 4 mois. Ensuite, l'agence doit attendre de se faire payer. Il y a des choses que j'ai faites en avril, j'ai été payée la semaine dernière, par exemple. Donc, heureusement que j'ai mon autre activité à côté, mais il m'est arrivé sur des campagnes d'aller moi-même aussi. Il ne faut pas que les créateurs de contenu oublient, c'est un job. Si vous le prenez au sérieux, vous le faites comme un job. Vous allez pitcher des clients. J'ai pitché une campagne il y a 3 ans à Blisco pour 10 000 € pour aller au Congo. Sans sourciller, ils ont payé parce que Blisco peut payer. Je suis consciente de ce que, encore une fois, le message qu'ils veulent que je fasse passer va passer auprès des bonnes personnes. Je sais par rapport aux chiffres ce que ça peut leur avoir apporté. Et donc, il faut donner de la valeur à son travail. Et c'est toujours à la tête du client, mais on a un tarif minimal en dessous duquel on ne descend pas. Et moi, ça ne me dérange en rien de parler prix. Vous voulez un post Instagram sur ma page, ça, je vais raisonner en CFA. Donc, on est à 800 € pour démarrer. C'est 500 000 pour un post, c'est tout. Il ne faut pas venir trop pinailler, me dire oui, mais les mieux comme ça. Non, non, non. C'est vraiment l'entrée de gamme. Les clients qui payent lourd, ils peuvent me réveiller à 3 h du matin pour dire China, rajoute une virgule, mets plus de mascara, ça me dérange en rien. Je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Généralement. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Je vais revenir à toi, observateur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives
à gagner ta vie avec ta présence sur les réseaux sociaux? Personnellement, oui, je gagne ma vie puisque moi, vous voyez, ma vie, elle n'est pas exigeante. Hein. Vous voyez, ma petite casquette, voilà, mon petit Ah, mais tu aimes t-shirt. bien voyager, hein. Je te Voilà. vois souvent dans les avions, hein. Ça coûte cher les Oui, billets d'avion. oui. Et c'est en partie grâce au partenaire. Et bon, je gagne ma vie. Pour moi, oui, je gagne ma vie. Tu gagnes C'est bien bon ta pour vie. moi. Non, je gagne ma vie. Bien, je ne sais pas. Mais je gagne ma vie, je m'en sors. Et voilà, on est entre deux étaux, entre satisfaire le public et en même temps profiter pour gratter de l'autre côté. Et on arrive à joindre les deux bouts. Les deux bouts. C'est tout à fait. C'est complètement légitime. Fanta? Oui. Oui, moi j'ai créé le besoin, j'ai créé mon poste, on va dire, et ma carrière sur les réseaux sociaux. Tu arrives à rentabiliser ta présence sur les réseaux sociaux? J'ai presque 3 boulots sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mon boulot normal, qui est dans une organisation internationale où je suis communicatrice digitale. J'ai mon blog fantastique personnel, où je me fais de l'argent aussi avec les publications sponsorisées. Mais c'est vraiment comme China a dit, à un moment, je vais vers les gens, en fait. J'ai monté mon kit média, je suis allée taper à des potes. Et c'est pour ça que même des gens qui ont peut-être plus de followers que moi ne gagnent pas ce que j'ai, parce que je mets beaucoup de sérieux dans ce que je fais. Voilà. Et j'ai aussi Fall in Mode, qui est mon magazine avec Amenantano, qui s'est transformé en agence digitale où on accompagne aussi des marques sur des événements ou du consulting et on fait du stylisme aussi. Donc, franchement, moi, je ne me plains pas comme observateur. J'essaie de toujours avoir plus, mais je me plains vraiment pas par rapport à ce que je gagnais avant le digital. Je suis vraiment bien pour une fille de mon âge et pour ce que je veux réaliser. C'est déjà pas mal. Mais ça serait bien qu'on monte encore plus et qu'on soit dans les classements, tu vois. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Steve, je vais te laisser rebondir là-dessus avant de te poser la question suivante. Oui, je gagne aussi bien ma vie. Moi, je suis une marque, je n'ai pas peur de le dire. Je suis Steve Moncono, aujourd'hui, c'est devenu une marque. Je suis une marque parce que déjà, en tant que instapreneur, moi, je dis, je ne suis pas influenceur. Je me considère comme étant un instapreneur. Un instapreneur, donc c'est un entrepreneur d'Instagram. Exactement. Donc, en fait, j'ai créé ma communauté grâce à Instagram. J'ai créé ma marque grâce à Instagram. J'ai créé mon agence de stratégie digitale grâce à Instagram. Je suis auteur aujourd'hui parce que j'ai su utiliser les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'en fait, avant, il y avait des réseaux qui étaient beaucoup plus traditionnels. Il fallait faire la pub à la télé. On s'est rendu compte que les gens vont beaucoup plus consommer, regarder le digital, leur téléphone, plutôt que la télévision. Donc, ces marques-là, quand elles me contactent, aujourd'hui, c'est vrai qu'elles savent que j'ai une communauté qui va apporter ce message-là par rapport à mes valeurs, donc du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la mode, par rapport à l'Afrique, par rapport aussi au Made in France, parce que je suis reconnaissant à la France aussi pour ce que la France m'a fait. Donc, en fait, les gens vont beaucoup plus me croire et les marques que moi, je choisis, je suis sollicité, je n'accepte pas tout, mais en fait, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir des marques qui me parlent et des marques dans lesquelles je me reconnais. Je sais que ma communauté va y adhérer. Donc, sur ce point-là, oui, je gagne bien ma vie pour ça. Et aussi, j'ai ma marque qui est présente aujourd'hui dans 40 pays. Donc, au printemps notamment, merci. Et beaucoup de digital aussi qui fonctionne. Donc, ça aussi, ça m'aide parce que j'ai une autre communauté. Il y a des gens de ma communauté qui vont suivre la marque. Il y a d'autres communautés qui vont suivre la marque qui ne vont pas me suivre forcément. Donc, j'ai une autre communauté aussi sur ça. Et en fait, avec l'agence de stratégie digitale, où en fait, j'accompagne des personnes comme moi. En fait, le business model, c'est simple. C'est que moi, j'étais salarié. J'ai lancé un business grâce aux réseaux sociaux et j'utilise les codes digitaux. Voilà, je refais la même chose avec les personnes. Je retravaille le branding, l'image de marque, des marques pour ça. Et ça, c'est vraiment mon activité aussi qui me rapporte le plus, oui. Qui te rapporte le plus. Alors, Steve, tu as parlé beaucoup d'authenticité. China aussi l'a mentionné. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à des personnes pour justement créer du contenu original et efficace? La première chose, il faut être passionné. Je pense que pour créer, il ne suffit pas de vouloir dire « moi, je veux comme un tel ». Ceux qui veulent
être, je veux dire, Steve Okono, il n'y aura qu'un seul Steve Okono, il n'y en aura pas deux. Tu vois, clair. Observateur Eben, il n'y en aura qu'un seul. Fanta, il n'y en aura qu'un seul. China, il n'y en aura qu'un seul, en fait. C'est en fait avoir votre personnalité et donc, du coup, promouvoir des choses par rapport à votre personnalité. Et donc, en fait, il faut être passionné. Et moi, les gens qui me disent, j'ai pas de passion, je leur dis juste, en fait, regarde, en fait, quand tu regardes à la télé, tu es jaloux de qui? Tu dis, je vais faire peut-être mieux que cette personne-là. Si tu penses que tu vas faire mieux que cette personne-là, en fait, travaille ce point-là. Et après, il y a des personnes comme moi qui sont là pour travailler sur ta passion, qui sont là pour travailler sur ton histoire. Mais en fait, pour moi, ça vient de l'enfance, tu vois. Pour moi, j'ai développé cette méthode où ça va jusqu'à 14 ans. Quand on était petit, on disait, ouais, je vais être pilote d'avion, je vais faire ci. Et la réalité, la vie fait qu'on rentre dans d'autres métiers. Donc, c'est parler de sa passion et en fait, la vivre. Et en fait, au début, il faudrait vous dire, moi, au début, quand j'ai commencé, je n'étais pas rémunéré, tu vois. Au début, quand j'ai commencé, il a fallu faire un an. J'ai contacté des marques, j'ai fait des collaborations gratuites pour que ces marques puissent en fait, me mettre sur leur portail, pour qu'elles puissent parler de moi. Ensuite, des gens ont vu et aimé ce que je faisais petit à petit. Après, maintenant, ça fait 10 ans que je suis dedans. Je suis un dinosaure. Depuis 2012, je suis sur Instagram. Donc voilà, j'ai réussi à créer cette communauté aujourd'hui. Tout à fait. Et ça fait que 4 ans que j'en vis, tu vois. Mais ça a été difficile et c'est ça qu'il faut dire aussi aux personnes, c'est que dans un premier temps, il faut se dire c'est OK si c'est difficile. Mettez-vous en 4/5e, prenez le temps de pouvoir créer du contenu, montrer en tout cas votre passion pour ce que vous faites. Et franchement, quand tu es bon dans ce que tu fais, quand tu es travailleur, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent de leur passion. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est un travail de longue haleine et voilà, comme tu l'as dit, c'est important de le rappeler. Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est un peu aussi la vente du grand rêve où on se dit qu'on peut tout avoir très vite. Dès qu'on obtient un certain nombre d'abonnés, on atteint le statut de célébrité. Et c'est vrai que ça peut très vite partir dans tous les sens. D'où l'importance de structurer finalement cette présence sur les réseaux sociaux. China, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelles sont les limites finalement de ces plateformes digitales? Cette présence digitale, est-ce qu'elle a des limites? Pour moi, la limite, c'est quand on ne l'utilise pas intelligemment. Alors, quelqu'un n'arrête pas de demander tout à l'heure, c'est quoi un kit média? Je vais y répondre vite, ensuite revenir. C'est votre document de présentation si vous êtes un média. Donc, si vous êtes un journal, un magazine ou un créateur de contenu digital, vous devez avoir un petit document. Soit il est imprimé à l'époque, maintenant on est passé au digital, soit c'est une présentation PowerPoint ou Canvas qui présente qui vous êtes, votre profil, les thématiques que vous abordez, vos statistiques, vous avez combien d'abonnés sur toutes les plateformes, vos taux d'engagement, ce genre d'informations, quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent, si vous bloguez sur la cuisine, le voyage et les chiens, précisez-le, le profil de votre audience, comme ça on sait si vous adressez plus à des hommes, des femmes, des jeunes, etc. Les pays où vous êtes le plus suivi, vous avez accès à ces stats sur chacune de vos plateformes, et puis évidemment vos contacts mail et téléphoniques. Si vous voulez aussi déjà rentrer vos tarifs, les types de contenus que vous créez, est-ce que vous faites des vidéos, est-ce que vous faites des vlogs, est-ce que vous faites des blog posts, des posts sponsorisés, vous le précisez. Et si vous êtes un commercial, comme je disais, si vous ne gaspillez pas votre présence en ligne, vous allez vous demander qui peut avoir besoin que je parle de ces produits ou de ces services. Mais ce qui, ce n'est pas n'importe qui. Encore une fois, on a dit vous parlez de nourriture, de voyage, de chiens. Donc, je vais aller chercher des gens qui sont sur ces thèmes. Et pourquoi nourriture, voyage et chien? Parce que c'est des sujets sur lesquels vous êtes une autorité. Être une autorité, ça veut dire que vous pouvez en parler, le jour se lève, vous en parlez encore. Moi, venez me parler d'avion, en tout cas de crash, je vais vous en parler. Mais avoir la maîtrise de son sujet. Et la passion de ça, parce que ça va vous nourrir dans l'écriture. Vous n'aurez pas la page blanche, vous serez toujours inspiré. On ne peut pas aller faire blogueur pâtisserie alors qu'on n'aime pas cuisiner, on n'aime pas pâtisser, ce n'est pas la peine. Si c'est un sujet qui vous excite, qui vous passionne, alors vous allez créer du contenu encore et encore et encore, et on va sentir votre touche quand vous le créez. Les limites pour moi, au-delà des travers qui vont être d'exposer la vie de quelqu'un, de troller les gens, de venir avec toute la lâcheté du monde sous un faux compte, attaquer quelqu'un au lieu d'arriver de manière frontale, d'aller passer son temps à envier la vie des gens plutôt que de prendre en main la sienne, de faire des projections sur la vie des gens, mais vous n'allez quand même pas imaginer 2 secondes que notre vie, c'est que ça. Si je tourne ma caméra, je ne vous dis pas le panier à linge qui m'attend là, les trucs renversés, mon chien qui a… Voilà. C'est juste, mais on est comme à la télé, quand vous regardez la fin du générique du journal, parfois le présentateur se lève, il a un short, mais au-dessus, il avait la cravate et la veste. Et c'est tout à fait normal. On va pas se lever ce soir pour montrer… C'est la chose la plus normale
normal. On est là pour créer du contenu comme TF1, on va créer du contenu télévisé. Mais d'aller faire des projections sur la vie des gens, c'est une perte de temps. La perte de temps que je trouve la plus grande, et je vais me concentrer sur l'Afrique, c'est ces personnes qui ont réussi, par le fait d'un bad buzz, par le fait d'une vidéo qui est devenue virale, à créer une communauté énorme en centaines de milliers de personnes et qui ne la monétisent pas. Pour moi, c'est la vraie limite. Ça ne sert à rien d'avoir une telle audience que vous ne monétisez pas. C'est presque être bête. Encore une fois, demandez-vous qui a besoin que je fasse connaître à ma communauté. Ce n'est pas vous qui les intéressez. Ce sont les gens qui vous suivent qui les intéressent. Qui sont ces gens? Allez lire leurs commentaires, leurs centres d'intérêt. Regardez d'où est-ce qu'ils se connectent et ajustez votre discours par rapport à ça et allez chercher des marques qui ont besoin de leur vendre leurs produits ou leurs services. Et quand vous y allez, armé de vos petites médias, de cette approche qui est très structurée finalement. Je m'appelle China, je suis créatrice de contenu sur Instagram. Mon audience est composée à 80%, 81 même, de femmes âgées d'entre 28 et 35 ans. Elles sont à 60% basées en France. Et pour le reste sur l'Afrique, le top 3 des pays, ça va être le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui se battent toujours en fonction de si je viens de voyager dans l'un ou l'autre des pays. On parle beaucoup de mode, certes, mais on parle d'entrepreneuriat, de maternité. Et vous voyez comment je leur donne… Le Bénin n'est nulle part apparemment. Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Non, mais je suis gabonaise. Et quand vous allez faire ça, vous montrez que vous gérez vos réseaux sociaux de manière professionnelle. Donc oui, ça ne peut pas être non plus l'endroit où vous venez insulter les papas, les mamans des gens, parce que c'est votre travail. Il y en a qui s'en servent justement, China, de ces bad buzz pour se faire connaître. C'est un peu leur ligne éditoriale. Est-ce qu'on peut le leur reprocher? Du tout. Si ensuite, derrière, il y a la stratégie qui est je devais vendre tel ou tel produit. Et en même temps, vous n'allez pas nous faire 15 buzz parce qu'on va comprendre qu'à la fin, c'est lassant. On a besoin de s'attacher à une marque. Et comme Steve a dit, une marque fantastique et une marque. On n'aime pas trop les marques. Même on peut avoir une copine qu'on aime, mais si elle se bagarre tout le temps, à toutes les soirées, toutes les boîtes de nuit, ah voilà, moi, je ne veux pas finir avec une cicatrice au visage. Moi, je prends mon sac de mon bain. Donc, on n'aime pas non plus les marques qui sont toujours dans les polémiques. Ça peut vous arriver une fois ou deux. Moi-même, j'ai fait l'objet d'une polémique qui m'a ramené 7000 abonnés. Donc, j'ai pris les injures. Ah oui, tu nous racontes un peu? Je suis allée au Bénin, à Cotonou, et ensuite, mon photographe m'a dit, viens, on va à Porto-Novo, il y a une magnifique église d'inspiration d'époque, hein, ça ressemble à une cathédrale, mais c'est une vraie église. Et on va aller shooter des looks. Donc, j'ai emmené un super look disco, magnifique. Et puis, j'avais un petit look un peu Zara, rien du tout, que j'avais acheté en solde à 10 ou 20 euros. Et on avait pris des noix de coco sur la route parce que le créateur de contenu observe tout, dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. » J'ai fait la fameuse photo avec le coco, mais au lieu de la plage, je vais le faire à Porto-Novo. Mais en fait, c'est très petit Porto-Novo. Et le soleil se couchait et on devait être à Cotonou en moins d'1 heure, ce qui est impossible. Il m'a dit « Écoute, pour sortir de la cathédrale, ceux qui connaissent, on passe derrière le marché, on se gare, tu sors dans la rue, je shoot parce qu'on a le soleil en face. » Et c'est comme ça qu'il me prend en photo rapidement, je jette ma noix de coco, je rigole. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'à ce moment-là, les enfants sortaient également d'école. Et donc, il y avait des enfants derrière moi. Et parmi eux, une petite fille qui a l'air bien fatiguée de rentrer d'école avec son sac à dos qu'elle a mis, elle a mis la bande du sac ici. On l'a tous fait petit. J'ai posté naturellement ma photo un peu égocentrée. Je trouvais que la lumière était magnifique, mon teint génial. Et je voyais évidemment la petite derrière en me disant, elle me rappelait moi petite. Quand je voyais des gens, des journalistes qui passaient dans mon village, je les regardais, genre, oh, ils font quoi? Je regardais aussi souvent les Blancs, les étrangers comme ça. Et je me suis dit, je me souviens de la caption, j'ai dit, elle a dû se dire, cette femme est folle, pourquoi elle danse en plein marché aux poissons de Porto-Novo? Bad buzz terrible. Un blogueur américain l'a pris, il m'a accusé de C'est pas vrai. white saviorisme, je vais jouer la nana au teint clair qui va chez les pauvres, leur ramener du riz, je vais exploiter les enfants. Comme si je leur avais dit, venez, suivez-moi. Et ce qu'eux ne savaient pas, c'est qu'on a mis si longtemps à shooter parce que les enfants nous poursuivaient, ils trouvent ça marrant. Et donc, le photographe les chassait tout le temps et il nous suivait de partout. Mais j'ai eu droit aux menaces de mort, j'espère que tu vas attraper le cancer, espèce de ceci, cela. J'ai des enfants en âge de lire, donc mes enfants étaient un petit peu angoissés. Plein d'Américains qui n'ont qu'une vision romancée de l'Afrique, c'est-à-dire c'est la souffrance et tout. J'ai dit, d'abord, c'est un marché, d'accord? J'aurais shooté dans un marché en Californie avec un petit blanc qui rentre d'école, vous n'auriez pas fait le même procès. Mon tort est d'avoir pas flouté le visage d'un enfant qui n'est pas le mien. C'est tout ce que je vais. Et aujourd'hui, c'est même un mime sur Twitter. Et les gens qui me connaissaient disaient, la dame n'est pas ce que vous décrivez, vous ne connaissez pas China, elle connaît l'Afrique, elle est chez elle, même au Bénin, il n'y avait rien de mal derrière. Mais on vous fera toujours un procès pour tout. C'est à peu près ma polémique la plus
costaude à laquelle j'ai choisi de répondre en disant si vous aimez tant l'Afrique, plus que moi en tout cas, voici la liste de bien des associations en RDC, au Bénin, même partout. Vous pouvez les aider, vu que pour vous, l'Afrique, c'est que la misère. Donc, au lieu de venir commenter ici, vous swipez, voici les liens, faites des dons, donnez de l'argent, de votre temps, mais moi, vous me laissez à côté. Au moins que ça serve à quelque chose. Ça m'a rapporté de la visibilité en plus, et surtout des gens qui sont venus après en disant « Je suis désolée, je vous ai jugé intuitivement. » Et puis, en parcourant votre contenu, finalement, vous êtes plutôt sympa. Oui, et ça, on le voit très bien, on le sait très bien. Observateur, les bad buzz, les buzz, en tout cas, tu en sais quelque chose. Quelles sont les dérives de la présence digitale, les limites? Toi qui exposes énormément ta vie, j'ai envie de dire. Les limites, il faut être, pour moi, je ne sais pas si on peut parler de limites parce que en vrai, il faut être de bonne moralité, il faut être de bonne foi, voilà, parce que tu peux faire un truc que tu n'as pas l'intention de blesser. Dès que je suis rentrée, elle m'a dit, c'est toi qui filmes les gens, tu vois, on parle de base. Mais oui, justement, oui, c'est très intrusif finalement. Tu as la sympathie, tu as ta petite énergie, tu vas pour t'amuser avec les gens. Mais en général, il se trouve que dans ce groupe-là, il y a des gens qui ne sont pas de la même ambiance que toi. Donc toi, avec toute ta bonne intention, tu tombes face à toutes leurs bonnes intentions aussi. L'intention, et ça peut te créer comme on dit, des bad buzz parce qu'elle ne veut pas que tu la filmes, même si c'est un endroit public, tu ne peux pas la filmer. Donc, avec toute ta bonne volonté, il y a des bad buzz qui viennent à toi sans truc. Maintenant, il y a des bad buzz parce que c'est le succès. Il y en a, tu es tellement haut que il y a des trucs que tu ne peux plus te permettre. Il y a des sujets que tu ne peux plus, tu vois, parce que tu peux plus aborder. Voilà. Moi, par exemple, j'ai l'habitude d'appeler ma femme Amra. Tu vois, j'écris Amra. Mais aujourd'hui, je ne peux plus crier Amra sur mes stories parce que les gens disent, ouais, mais comment il appelle sa femme? J'ai dit, oui. Alors que tu vois, c'est. Donc, tu es obligé de réfléchir alors que c'est tout cette saveur pour les gens. C'était quelque chose de savoureux pour eux avant. Et aujourd'hui, quand le niveau monte, il n'y a pas que des followers, des admirateurs. Tu vois, il y a des observateurs comme moi-même, il y a des gens qui observent. Voilà, ils observent. Ils observent un peu trop parfois. Voilà, ils te suivent pour observer, ils te suivent pour s'inspirer un peu de toi, ils te suivent pour le jour de ton malheur, ils vont être présents. Donc, tu dois faire preuve de bonne foi. Tu te dis, vas-y, je le sens, je me lance. Et si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, j'ai débarqué dans leur soirée, je n'étais même pas invité. J'ai dit, waouh, bon, je suis content, en plein pays. Laquelle des soirées? Et c'était la soirée, la Sunday, tu vois, de toute bonne intention. Waouh, moi, j'aime bien voir ça. Et pour moi, aujourd'hui, je suis plus suivi par les Européens. Bon, quand je dis les Européens, les gens qui vivent en Europe, pas les Européens. La communauté de la diaspora. Voilà, diaspora, algérien, tu vois. Et pour moi, ça me plaît de voir que voilà, l'Ivoirien, vous voyez comment on est, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils m'aiment parce que je suis Ivoirien. Parce qu'il y a une image de l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est tu as su mettre en valeur ton pays. Voilà, c'est un fêtard. Mais l'Ivoirien qui ne me suit pas ne s'en rend pas compte. Donc, moi, je ne suis pas professeur. Donc, je fais comme je le peux. Donc, je dis, ah ouais, vous voyez en Côte d'Ivoire comment c'est doux. Et vous avez vu que j'ai baladé 2 fois 2 petits blancs là-bas. La première fois, Quentin de France, la deuxième fois. Donc, pour moi, je suis un peu trop engagé. Et dans ton engagement, souvent, tu te manges des bad buzz, tu vois. Donc, il y a des situations comme ça qui viennent et tu envoies quelqu'un pour visiter le pays, tu tombes sur des gens. Et le gars dit, ouais, je parle même de l'histoire de NCI avec toute la bonne volonté. On est parti pour faire notre publicité à NCI. On est parti tomber sur un journaliste qui voulait faire notre fête. Donc, quand tu es à mon niveau, il faut être prudent. Il voulait faire votre fête, c'est-à-dire ça s'est pas bien passé à l'interview. Il voulait me rouler dans la farine, tu vois, tout ça. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Toi qui fais de l'humour, est-ce qu'il y a des thématiques où tu te dis on ne rit pas de tout? Culturellement, l'humour est culturel, tu vois, l'humour est culturel. Et en fonction de ton pays, en Côte d'Ivoire, là-bas, insulter les gens, c'est de l'humour. Quand tu vois, quand quelqu'un vient, pour moi, quand il vient qui t'a pas insulté, c'est que cette personne t'aime pas. S'il vient, il est cool. Bon, oui, mais c'est vrai en plus. Il te parle avec beaucoup de quelqu'un plus tu l'insultes. Voilà, la personne te parle avec beaucoup de politesse, qui te voit, c'est qu'il y a un problème. C'est que toi aussi, ne te lâche pas. Maintenant, si quelqu'un vient dire, hey, bon, la go là, tu es jolie, c'est que ça va. Donc,
En ça, je ne peux pas faire ça en France. Quand je vais en Côte d'Ivoire, j'ai la manière d'aborder les gens. Je peux filmer les gens sans autorisation, comme je le disais toujours. Tu t'imposes pas de limite, observateur? Je ne me pose pas parce que je peux gérer. Là-bas, on peut gérer la bouche. Voilà, mais ça t'est jamais arrivé de te retrouver menacé ou d'avoir des gens qui ne voulaient vraiment pas te filmer ou de représailles parfois? C'est comme je le dis, ça dépend des trucs. En France, si quelqu'un m'appelle pour dire je ne voulais pas être filmé, moi, ça m'inquiète. Parce que ça ne va pas être se régler juste avec la bouche. Oui, mais c'est pas bien, observateur. Ouais. À Abidjan, quelqu'un me dit je ne voulais pas être filmé. Si, on se respecte parce que je sais qu'on est ensemble, tu ne vas pas me traîner en justice. C'est la famille, comme on le dit. C'est ce que je te l'ai dit. La personne va juste, j'aime pas sa vie, je ne suis pas fan parce que tu m'as filmé, il y a mon gars là, c'est pas que je suis ici, et puis toi, tu viens me filmer. Direct, je comprends. Souvent, je supprime, souvent même, j'aggrave. Tu vois, j'aggrave parce que je me dis, ça n'ira nulle part. Ouais, et c'est ça aussi, tout ça. Même ça peut devenir un objet de buzz, même quand j'ai du buzz, un thème pour moi, pour la journée du beau, là, je fais tout la war aujourd'hui, là. Je vais l'afficher juste quand on fait les captures. Donc, je crée une histoire autour même de cette petite histoire. Parce que je connais, voilà, même si ça commence à aller en justice, il va appeler le tonton qui est connu, il va dire, on va tuer le discours, on va avancer. Bien vrai que j'ai déjà eu des problèmes comme ça. Le temps passe toujours très vite, hein, surtout quand on a en face de soi des personnes qualifiées. C'est une véritable masterclass, j'ai envie de dire, ce soir. On va finir par des conseils avant d'entamer avec les questions du public. On en a pas mal. Est-ce que vous auriez des conseils en général pour tous ceux qui veulent se lancer dans le contenu digital, qui veulent devenir des influenceurs? Ne le faites pas pour la célébrité, parce que ça paye pas, ça nourrit pas son âme. Faites-le de manière professionnelle et si vous l'abordez comme un business, dès que vous le pouvez, créer une entreprise autour de ça, payer des gens autour de ça et parce que vous savez que plus vous payez de monde, plus vous pouvez créer du contenu de qualité. Au début, on fait tout, hein. On fait ses photos, on est maquilleur, on est styliste, on écrit, on fait de montage, on fait, voilà. Mais si vous voulez upgrade le niveau de votre contenu, vous allez devoir payer du monde et pour payer du monde, il va falloir aller chercher de l'argent chez les marques. Soit vous attendez qu'ils viennent à vous, soit vous allez toquer à leur porte. Et je vous rassure, ce n'est pas des dragons qui craquent le feu, ce sont juste des services marketing qui ont des budgets, qui vont toujours aller au même concert qu'on va sponsoriser, les mêmes événements sur lesquels ils n'ont pas un retour sur investissement qui est chiffré. Alors que le digital permet de statistiquement dire combien de personnes on a touché et en quoi notre audience correspond au public à qui ils veulent vendre leurs produits. Au-delà de ça, restons également des personnes conscientes. Quand on a une plateforme avec une très grande communauté, on a une responsabilité sociétale également. Surtout nous qui sommes africains, on ne peut pas se mélanger à tout le monde qui a besoin de se mettre en avant. Il y a, et malheureusement dans nos pays, et je vais citer tout particulièrement les autorités, parfois ils vont se servir des jeunes en période électorale, en période de propagande littéralement, pour les faire passer pour des gens cool, pour ceci, cela. Quand le reste de l'année, voilà, rien n'est fait, même pour ces acteurs du digital, rien n'est fait. Éviter des associations de marques qui ne nous servent pas et qui sont fallacieuses en fait, qui renvoient un discours auquel on n'adhère même pas, mais pour un chèque, on va le faire. C'est très important parce que la majorité des gens qui vont nous suivre restent des gens connectés, donc jeunes, influençables, d'où le nom influenceur. C'est-à-dire on peut influencer un comportement ou un mode de pensée chez vous, une envie d'acheter ou d'adhérer à quelque chose. Moi, je sais que si on me connaît comme créatrice de contenu sur Instagram, sur Twitter, je suis beaucoup plus une activiste qui défend des notions telles que la démocratie en Afrique. Et vous ne me verrez jamais ne pas utiliser ma plateforme, quand je ne parle pas de futilité comme la mode, pour venir dénoncer une situation que je trouve absolument pas acceptable au pays. Et vous ne me verrez certainement pas venir faire la propagande de personnes qui, dans le fond, sont absolument creuses. On a cette responsabilité. Évitons de poster des choses qu'on peut regretter dans 6 mois, que ce soit des photos de nos seins, un nude, le nude de quelqu'un d'autre qui peut nous emmener en prison, un commentaire haineux parce que le karma va nous le renvoyer à la figure, ou alors de nous associer à des marques qui, en termes d'éthique et de valeur, ne sont pas en adéquation avec qui nous sommes et qui d'ailleurs ne vendent rien de bon, parce que c'est sur la longévité qu'il faut miser et pas un se faire tout de suite. Mais je dirais ça, c'est un peu travailler sur... Vas-y, Fanta. Steve, vas-y. Steve, vas-y. Tu as commencé, vas-y. Vas-y, tu as commencé.
Non, tu as la parole. Mais Nous, on est pour l'égalité et l'équité. Non, mais je rejoins China, c'est vraiment, enfin, je parlais d'authenticité, mais c'est se poser la question pourquoi on le fait. Et il faut toujours penser à long terme, tu vois. Faut se demander où est-ce que tu aimerais être à long terme. Donc, du coup, si tu vas travailler pour une marque et qu'en fait, bah, c'est pas du tout tes valeurs et que tu fais pour un chèque, c'est pas la bonne raison. Ça revient toujours, hein, ça revient toujours, ça arrive toujours. Donc, c'est pourquoi je le fais, quelles sont mes valeurs et vraiment rester fidèle à ces valeurs-là. Parce que de la façon dont on le fait, ça se ressent. De la façon dont on communique, ça se ressent. Donc, en fait, si on est convaincu que c'est bien, ben, en parlant, ben, du coup, en fait, on va te donner le cœur pour pouvoir y arriver. Donc, c'est vraiment travailler avec le cœur et vraiment savoir bien s'entourer aussi. Il faut s'entourer de bonnes personnes aussi, de personnes compétentes. On ne peut pas être compétent dans tout. C'est vrai qu'au début, quand on commence, on a beaucoup de temps et pas d'argent. Après, quand ça commence à aller... Non, mais c'est vrai. Après, quand c'est clair. Ben, on a l'argent et après, le temps nous manque pour faire des choses. Donc, du coup, il faut prendre le temps de payer des personnes qui seront compétentes, qui vont nous accompagner en fait à passer à la vitesse supérieure. Et surtout, il y a un investissement à faire. C'est un investissement, exactement. Exactement. Et toujours se dire, OK, quelle est la prochaine étape? Moi, à chaque fois, je me dis, quelle est la prochaine étape? Je sors un livre, je dis, OK, quelle est la prochaine étape? Je vais faire ça, je vais dire, quelle est la prochaine étape? Toujours penser à aller plus haut, toujours penser à rapporter plus. Et c'est donner de la valeur. Si moi, j'ai un conseil à donner, il faut penser à donner de la valeur. Qu'est-ce que je peux faire pour que les personnes qui m'écoutent, elles en aient, entre guillemets, pour leur argent? C'est-à-dire que quand elles voient ce que je produis, quand elles voient ce qu'elles font, ce que je fais, ben, elles sont contentes de voir et de bouffer, pardonnez-moi le terme, mon contenu. Fanta? Ils ont tout dit. Non, ils ont tout dit. Tu es la fantastique, tu as certainement fait ça. Je voulais surtout parler d'éthique parce que moi, c'est vraiment le plus gros problème que j'ai avec c'est un de mes compères, en fait. Surtout, pardon, ici où il y a plein de jeunes qui viennent, plein de followers avec des buzz et tout, et qui se retrouvent dans des situations où ils vendent vraiment ce que moi, je dirais pour vendre, en fait. Donc, et c'est vraiment ça, parce que très vite, tu te perds. J'ai commencé en 2012 avec plein de blogueuses qui aujourd'hui ne sont plus là, en fait. Parce que, parce qu'elles elles ont couru derrière l'argent, ou elles ont cru que, c'était juste peut-être se faire des photos et rester là. Pourtant, chaque jour, il y a une blogueuse qui commence quelque part, où il y a un influenceur qui s'apporte. Et moi, c'est vraiment ça. Je me donne vraiment dans tout ce que je fais. Vraiment, c'est vraiment me prendre. Je me suis toujours prise au sérieux. Je me suis toujours dit, je suis fantastique, ça me suit encore. Ils vont se dire, la meuf, elle a la grosse tête. C'est vraiment ça. Je ne me prends pas pour non, je ne vais pas dire un gros mot, mais je me prends très au sérieux. C'est-à-dire, et tu as tout à fait raison. Donc, tout ce que je fais, c'est vraiment... Voilà, c'est documenté, c'est bien illustré. Tu verras jamais un document de moi qui est bizarre. Je te demande toujours du temps. C'est une profession, elle doit être prise au sérieux. Exactement, de belles photos, toujours me réinventer, toujours regarder ce que les autres font, pas pour les critiquer, cracher sur elles, mais pour m'en inspirer pour faire encore mieux, et toujours aussi tirer les autres avec moi, parce que ça aussi c'est important. Je me donne vraiment l'image d'une grande sœur pour accompagner d'autres jeunes comme moi, qui puissent aussi évoluer. J'ai vraiment ce truc-là qui en moi grandit de plus en plus, et je me dis c'est comme ça qu'on va monter ensemble, et c'est vraiment ça. Et pour la finalité, il faut être activiste. Moi, je me dis, tu ne peux pas avoir une plateforme et ne pas défendre quelque chose. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, parce qu'on en a besoin. Donc, je suis féministe parce que les femmes, on en bave trop. Et il y a toujours quelque chose à dire. Et on peut changer plein de choses juste en parlant. Et je trouve ça extraordinaire aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On nous traite de féministes 2.0, on s'en fout. Mais grâce à nous, déjà, des gens savent c'est quoi le féminisme. Ils savent qui on est, et ils commencent à comprendre que comment ils nous traitent, ça ne fonctionne pas, et qu'ils peuvent faire mieux pour les femmes, et aussi avoir un peu d'empathie pour qu'on soit ensemble, on soit égaux, et qu'on puisse faire avancer le monde ensemble. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est ça. C'est très joliment dit, Fanta. Alors, observateur, toi, tu as été un pionnier dans le web humour, j'ai envie de dire, en Côte d'Ivoire, et tu as inspiré toute une génération de jeunes qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux et qui veulent faire rire. Quel conseil tu aurais à leur donner?
Qui veulent faire rire? Oui, il y a une vague d'humoristes il faut qu'il soit drôle. web en ce moment. En Il fait, faut qu'il soit drôle. on ne devient pas drôle sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je suis plus drôle dans la vie que... Ouais, là, je me lance. Mais moi, quand je te vois, j'ai juste envie de rigoler. Je ne sais pas pourquoi, mais... Voilà. Tu as une bouille qui fait sourire. Dans le cadre professionnel, souvent, et c'est ça aussi, on a appris quand il faut être sérieux. Moi, aujourd'hui, on ne me prend pas au sérieux, hein. Comme elle dit, et c'est pour ça que j'ai rigolé, tu vois, on ne peut pas tous être activistes. Moi, par exemple, à chaque fois que je veux m'engager dans une cause, on ne me prend pas au sérieux. On ne m'a jamais pris au sérieux, alors que moi, j'ai un bac plus 4, j'ai fait des études. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que je le connais bien. Peut-être qu'il ne sait pas, mais on s'est parlé sur une autre plateforme et il a fait un truc génial pour des enfants qui étaient ici au pays. Oui, et c'est quelque chose que tu as fait et que tu peux toujours faire. C'est pas là, mais je continue. Moi, ça, c'est des causes personnelles auxquelles je m'engage. En fait, comme au lieu d'être là, c'est pas activiste, c'est une action sur le terrain. C'est ce que tu veux dire. Sinon, oui, pour mais toi, là, quand elle dit activiste observateur, c'est-à-dire on défend quelque chose, il y a une cause qui nous tient à cœur. Voilà, et que moi, c'est la cause des enfants. Temps pour elle, oui. on le fait avec le cœur, vraiment. Moi, je pense... Moi, c'est la cause des enfants, personnellement. Par exemple, et moi, je me dis que je n'ai pas besoin de parler pour truc. Je vais sur le terrain. Ce que je peux apporter à un enfant chaque matin, chaque jour, je le fais. Déjà, je le fais à mes enfants moi-même. Je les ai sortis de là-bas, je les ai mis ici. J'ai dit, voilà, restez ici tranquille. Et pour quelqu'un qui veut faire rire les gens, il faut vraiment être drôle. Et aujourd'hui, on a la chance d'un peu l'humour. Il y a des écoles d'humour. Tu peux apprendre, tu peux lire des livres. Et plus tu lis, tu peux être très tranchant. Et puis, deuxièmement aussi, il ne faut pas se lancer dans l'humour parce que juste, on a déjà des followers, tu vas les perdre très vite. Parce que je connais des gens qui étaient, mais qu'on appelle ça, qui faisaient des fitness. Après, ils ont voulu se lancer dans l'humour. Ça n'a pas marché. Et il faut aimer, comme vous l'avez dit, il faut aimer, il faut être passionné parce que si tu n'es pas passionné, tu vas vite t'essouffler. Tu vas très vite t'essouffler. Au bout de 8 vidéos où tu vas te retrouver à 7 vues, 5 vues, 3 vues, 4 vues, 0 partage, tu vas dire, c'est pas ça pour moi. Ça peut être frustrant. Mais quand tu es passionné, quel que soit le nombre de vues, tu t'es amusé. Il faut t'amuser. Toi-même, quand tu viens sur Internet, tu te dis, je veux m'amuser. Quand tu vas filmer, même il y a des gens qui viennent, ils vont mettre les commentaires là, ça ne vous concerne pas. Moi, nous, par exemple, je dis, il y a plein de gens qui viennent, qui te regardent. Ils ne te regardent pas parce qu'ils t'aiment, ils te regardent pour voir quelle est l'erreur que tu vas faire, quelle est la faille que tu vas laisser pour qu'ils laissent un commentaire. Moi, je te prends un exemple tout bête. Je mets mon max toujours en envers quand je me snap les gens parce que ça va les faire réagir. Ils vont dire, hey, ton max, il est en envers. Et l'interaction, ça crée. Donc, je suis snap. Je mets mon max en envers, ils vont parler. Alors que ça fait 10 jours, tu vois mon max en envers. Mais toi-même, il faut te calmer, mec. Donc, voilà, ça veut dire que pour dire que les gens qui me suivent vraiment, ils savent que ce gars, c'est fou, il va mettre son max en envers. Lui qui ne me suit pas, c'est lui qui va venir. Donc, il faut être passionné. Quand tu es passionné, tu ne t'essouffles pas. Voilà, il ne faut pas s'essouffler parce que tant que tu n'as pas... Jusqu'à aujourd'hui, moi, je continue. Là, je réfléchissais, j'ai mis mes caméras en place pour toujours trouver de nouvelles formules. L'humour est là, mais il faut trouver le format, la taille, format carré, format Insta, format tout. Il faut toujours apporter un nouveau truc à ta communauté, quoi. Ça fait que dire, le vieux père, on est là, hein, il pense à nous. C'est vrai, Dieu merci, comme on le dit, on arrive à joindre les deux bouts financièrement au niveau contenu, mais ce n'est pas du gâchis d'apporter un petit plus. Tu peux essayer, la communauté est là, ils en ont de tous les goûts. Il y en a qui aiment l'humour à la sauvage, il y en a qui aiment l'humour assaisonné, il y en a qui aiment l'humour bien salé. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Tu peux essayer, tu peux toujours trouver quelqu'un qui va t'insulter et qui va te donner des conseils et qui va rigoler. Ce qui est sûr, c'est le boss. En tout cas, de la passion. Oui, China. Quelque chose à observateurs et à tous ceux qui font dans l'humour. Je tiens à rappeler que c'est quelque chose de très thérapeutique. Et pour nous qui traversons, c'est-à-dire toute l'humanité, une année assez compliquée, ça fait 1 an de Covid, là, avec l'anniversaire Corona, moi, les créateurs de contenu humoristique m'ont aidé à trouver le sommeil la nuit. Quand j'ai eu des journées compliquées de maman, que enfin à 22h, la maison est en silence, les enfants dorment, je suis fatiguée, je prends ma douche,
soit je vais aller regarder des trucs religieux, soit je vais regarder les femmes coachs qui donnent les secrets d'or, comment le mari fait quoi, ça me fait toujours rigoler en fait. Ou je vais regarder des gens comme observateurs jusqu'à ce que je m'écroule et on dort plein d'endorphines. Vous faites tellement de bien aux gens. Et c'est vrai que tous les humours, on n'a pas tous le même degré d'humour, mais vous faites tellement de bien aux gens que quand il dit on ne les prend pas au sérieux, j'aimerais qu'on se rende compte du bien qu'ils font à l'humanité. On peut avoir une journée, on a envie de se flinguer, et une simple vidéo sur Snap peut nous redonner la pêche dont on avait besoin. Vous avez parfois les mots justes, l'attitude ridicule qu'il faut, mais, et encore une fois, j'insiste, en même temps que vous faites du bien aux gens, souvenez-vous, vous pouvez monétiser ça. Et juste pour lui dire, moi je travaille sur un projet de comédie qui doit être tourné en Côte d'Ivoire, c'est une comédie romantique, mais parmi les premiers personnages qui me sont venus à l'esprit, il y avait toi, il y avait Stéphane Sacré, il y avait Gohou. J'imaginais quelqu'un qui va jouer un gendarme qui arrête une voiture de gens qui vont à Sydney. Et je me suis dit, plutôt que l'écrire, je vais contacter la personne et on va l'écrire ensemble pour que ça lui ressemble. Et moi, oui, je paierai, je demanderai à mes producteurs, lui et pas un autre, et il faut qu'il soit payé, qu'il joue le rôle. Mais moi, je ne suis pas son manager, je ne suis pas son agent, mais je prends au sérieux votre humour. Parce que je sais que cet humour va me rapporter à moi également, ainsi qu'à vous. Et ensemble, on s'étire tous vers le haut. On se dit, qu'est-ce qu'il a dont j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai dont il peut avoir besoin, et à quel moment on y gagne tous. Mais vraiment, de grave, prends-toi au sérieux, parce que l'impact que tu as dans la vie des gens, il se compte en millions et millions de personnes. Absolument. Moi, ça m'a étonné qu'ils disent qu'il n'est pas activiste, comme je l'ai dit, parce qu'il fait de bonnes choses. Donc, ne fais pas... observateur prend le gars humble, s'il te plaît. Je pense qu'il est humble, en fait. Et oui, c'est ça. J'ai fait le humble. Il réalise pas l'ampleur c'est ça, en fait. Non, mais de son action. Ouais. Écoutez, il va falloir qu'on avance parce que le temps passe tellement vite. C'est ça, quand on est entre passionnés, on ne voit plus le temps passer. En tout cas, je tiens à vous dire à tous merci et félicitations pour vos parcours respectifs. Moi, je suis très inspirée en face de vous. Donc, on va rapidement essayer de répondre à quelques questions et je vais la poser directement à l'un d'entre vous, tout à fait par hasard. On va commencer peut-être avec Steve. Une question d'Aminata. La création de contenu se limite-t-elle à la mode et au divertissement et à l'humour? Voilà, elle dit que la création de contenu se limite, selon elle, à la mode, au divertissement et à l'humour. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut créer du contenu, mais dans un domaine non créatif? Steve. En fait, on l'a déjà dit, c'est pas que l'humour. Aujourd'hui, c'est vrai que Observateur, lui, il est dans l'humour. Et d'ailleurs, j'ai fait une opération avec Orange Money. Si tu te rappelles peut-être pas, mais en fait, c'est là où moi j'ai vu Observateur. Il est encore beaucoup plus drôle en vrai. Il m'a beaucoup parlé. J'ai dit, mais c'est un malade, ce mec. Oui, et c'est là, c'est une question d'ambiance. Quand je suis là, je te connais. C'est la fête jusqu'au soir, vous pouvez vous renseigner. Mais si je ne te connais pas, ça veut dire que je suis ivoirien, je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Si je ne t'aime pas, mais pas que je ne t'aime pas, ça veut dire que si je ne te sens pas, je te sens un peu autorité, big boss, comme on appelle protocolaire, je reste calme. Mais si je sais que tu ouvres un peu... là, tu y vas. On avait vraiment bien rigolé. Je me suis dit, c'est un malade, ce mec-là, il est vraiment très drôle. Donc, je dis ça parce qu'il faut être passionné. Tu vois, c'est quelqu'un qui est passionné. Moi, je suis passionné pour ce que je fais. À chaque fois, je le dis, c'est un peu radical ce que je dis. En fait, moi, je suis prêt à mourir pour ma cause. Moi, ma cause, c'est, je défends la confiance en soi, je défends l'handicap, je défends les minorités. Mais voilà, donc en fait, on va parler de mode, mais moi, sur ma plateforme, je ne parle pas que de mode. Je parle de mode, je parle de confiance en soi, je parle d'enfants, je parle de parentalité parce que je suis papa depuis peu aussi et que je découvre ce monde-là et que je suis passionné. J'ai envie de donner le meilleur à mon fils. Donc, en fait, c'est ta plateforme, en fait. Amuse-toi, fais ce que tu as envie de faire et ne le fais pas pour les autres. Moi, je le répète tout le temps aux gens. Si ça ne vous plaît pas, vous allez dessus, vous faites unfollow, vous ne me suivez pas, je m'en fous. Moi, je le fais. Tout simplement. Ouais, je le fais pour moi et je le fais pour d'autres personnes si ça les aide. Et à chaque fois, quand je passe mes messages, je dis si ça peut aider une personne, j'ai gagné. Donc, quand je poste une photo, quand je fais un caption, c'est-à-dire que je mets quelque chose et que si ça parle juste à une seule personne, j'ai gagné parce que la personne, ça va l'aider, ça va l'inspirer. Et donc, du coup, quand les personnes
ah, mais tu as dit ça, ça m'a donné du sens, tu as dit ça m'a inspiré, ben, en fait, moi, j'ai gagné. Donc, pour ces personnes-là, oui, en fait, aujourd'hui, tu as des personnes qui vont parler de mode, qui vont parler d'image de marque, qui vont parler d'humour, mais c'est notre univers à nous. Mais tu as des influenceurs dans plusieurs domaines. Il y a des gens qui sont dans le sport, il y a des gens qui sont dans l'automobile, il y a des gens même qui sont dans le bateau à voile, peu importe, en fait, ton domaine, mais fais-le et c'est ta passion. Partage ta passion, donne de la valeur. En fait, le plus important, donne de la valeur aux personnes. Et en fait, en donnant de la valeur, ben ensuite, après, les gens vont s'intéresser à toi et ça va venir. Moi, c'est le conseil que je donnerai à ces personnes-là. Et juste, si je peux me permettre, dans mon livre, j'avais toutes les excuses, donc du coup, aux éditions Duno qui sortent demain, je parle un petit peu de ça, je parle de confiance en soi et je parle aussi de comment j'ai créé une communauté. Moi, j'ai créé une communauté sur les réseaux sociaux, mais depuis tout petit, j'avais toujours du monde, en tout cas autour de moi, même si je n'avais pas confiance, j'avais ce monde-là autour de moi parce que je suis passionné, parce que quand je parle d'un domaine qui me parle, donc voilà, parle de ça et puis fais-toi ce cadeau, prends ce livre. On va s'en faire tous cadeau. Question pour Fanta. Fanta, oui, je l'ai déjà. La chanceuse. La chance. Je l'ai lu en même pas 24 heures pour pouvoir en parler en live avec vous. La première, tu vois, en plus, Sheena était la première personne à en parler. C'est ce que je dis aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas en concurrence. Comme moi, je te dis, moi, je suis prêt à travailler avec Sheena. Si elle est dans l'image de marche, je suis prêt à travailler avec Observatoire Urbain, je suis prêt à travailler dans des domaines qui se ressemblent beaucoup, finalement. Tout à fait. C'est l'Afrique qui gagne, en fait. Et les talents, c'est important de mettre en avant, de parler de ces talents-là. Ouais, c'est ça. Alors, question pour... bravo. Rapidement, question pour Fanta. Alors ici, Anonyme nous demande, pour la création de blog, est-ce qu'il faut savoir coder obligatoirement et donc passer par un développeur? Non, absolument pas. Moi, j'avoue que j'ai un passé d'informaticienne, donc c'était assez simple pour moi, désolée. C'était assez simple pour moi, mais non, absolument pas. Il y a des plateformes gratuites. Généralement, cette question-là me fait rigoler parce que je me dis juste taper comment créer un blog sur Google. Vous aurez toutes les réponses, en fait. Il y a tellement de manières il y a tellement de manières de Google créer. Is your friend, disent les Anglais. Voilà, ça va peut-être vous prendre 5 minutes et après, forcément, si vous avez besoin de vraiment de la qualité visuelle, vous faire accompagner par des amis pour rendre ça plus beau, vous créez un logo. Moi, je sais pas, j'ai créé mon logo comme ça en dessinant, mais après, j'ai eu un logo plus beau. Donc, et pour la création de blogs, pour répondre à la question, non, vous n'avez pas besoin d'un background en code ou quoi que ce soit. Ça s'est fait en quelques clics. Et pour la suite, par contre, pour vraiment se donner cette image professionnelle-là, voilà. Ouais. Cette image professionnelle-là, comment se fait accompagner par une équipe. Voilà. Observateur, terminer son appel. Alors, petite question pour Sheena. Face au nombre grandissant d'influenceurs et d'entrepreneurs digitaux, comment se démarquer? C'est une question de Candice. En étant soi-même, en ayant encore une fois une ligne éditoriale qui est claire. Vous ne pouvez pas parler d'astrophysique, de cuisine, de poupée, ça fait trop de choses. Il faut que ce soit des choses qui vous ressemblent et qui vous passionnent. Essayez de vous poser la question, quel est le top 3 des sujets dont j'aime le plus parler ou dont je peux parler jusqu'à l'an 40 ans? Quels sont-ils? Est-ce que c'est des choses qui me ressemblent? Moi, je pourrais parler, je ne sais pas, par exemple, de sexualité, mais je me dis, oh, à l'arrivée des enfants, si je commence à parler de ça tous les jours, ça va complètement, c'est pas bon. Donc, savoir aussi où sont vos limites et quels sont les sujets de conversation que vous voulez créer autour de ça. Ça va définir le type de communauté que vous allez créer. C'est juste une question de focus sur les sujets. Et oubliez, c'est les réseaux sociaux. Et dites-vous, si je veux créer un magazine, de quoi va parler mon magazine, tout simplement. Et encore une fois, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement des créateurs de contenu. Toutes les marques, Vuitton, l'Élysée, le Palais de Buckingham, tout le monde est sur les réseaux sociaux. C'est pour communiquer en temps réel, sans intermédiaire, vers des cibles à nous. Mais attention, le risque aussi avec les réseaux sociaux, c'est que ce sont des plateformes qui ne nous appartiennent pas. C'est comme si on va habiter chez
une amie ou son frère ou sa sœur, c'est là-bas qu'on va se marier, on fait les enfants. À un moment, on va vous chasser de là. Donc, c'est bien d'avoir sa propre plateforme qui est donc votre propre site ou votre blog, parce qu'un jour, Instagram va bugger, ce qui est déjà arrivé, Facebook peut planter, ce qui est déjà arrivé, et vous vous retrouvez, vous n'avez plus, ou alors on peut simplement fermer votre compte ou on peut vous le pirater. Vous vous retrouvez sans rien. Donc, la nécessité d'être propriétaire de sa plateforme aussi en payant un nom de domaine, c'est votre site web, votre blog, d'avoir une application mobile qui, quand les gens l'ont téléchargé, vous pouvez les joindre vous-même, d'avoir un système d'emailing qui vous permet de joindre les gens par mail et d'avoir une banque de données mail que vous pouvez même vendre d'ailleurs à des marques en leur disant « Oh, vous voulez faire connaître votre livre à des communautés de machin, je peux envoyer un email dans lequel je glisse le message, j'en parle un peu, mais c'est subtil, mais c'est là. Et ça coûte tant. » Donc, restez focus sur la ligne éditoriale simplement et oubliez que c'est le digital. Dites-vous, si je crée un magazine ou une chaîne de télé, de quoi ça parle? Trace fait de la musique, je ne sais pas moi, Planète France 24 fait dans les infos. Oui. Voilà, et encore, quand ils font de l'info, c'est la France, un peu francophone, internationale, Afrique et tout. Mais choisissez, CNN fait son type d'info, choisissez votre ligne éditoriale et c'est comme ça. Mais surtout, encore une fois, ce n'est pas juste d'être présent pour être présent en ligne. Quand vous faites ça, demandez-vous, qu'est-ce que je peux convertir en produit ou service? Est-ce que je peux juste vendre de l'espace publicitaire ou est-ce que je peux faire un produit? Steve l'a montré. Il vend des vêtements, il fait du consulting, il vend un livre aujourd'hui. Cette jeune dame qui est également béninoise, parce que les béninois ne rient plus sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Gaëlle Manceau. Elle est créatrice de contenu mode. Autour des grandes tailles et son message, la cause qu'elle défendait, c'était quand on est de grande taille, c'est difficile de trouver des chaussures à notre taille, des vêtements à notre taille, des soutiens-gorge à notre taille, des maillots. Et elle a créé un mouvement de body positive en France qu'on retrouve plus aux États-Unis. Et elle vient de sortir, comme Steve là en janvier, ce livre, donc un produit dérivé. Elle a créé une marque de vêtements en wax qui s'appelle Ibilola, la première marque en wax pour les grandes tailles. Elle commence de 44 à 50, je ne sais pas combien. Et donc là, il y a une cohérence dans tout ce qu'elle fait. Et c'est juste comme ça qu'il faut réfléchir. Gardez l'argent en tête, de grâce. La gloire ne rapporte rien. Ça glosse, comme dirait ma compatriote. Créole. Mais ça paye que j'aime beaucoup. Être célèbre ou connu, pour être connu, ça ne rapporte rien. Demandez-vous toujours comment je peux monétiser ça, comment je peux le transformer en un produit ou service qui va plaire à mon audience. Faites aussi attention. Les gens vont monétiser ça trop tôt. Ils vont monétiser trop tôt. Il ne faut pas. Non, mais tu sais quoi? Ils n'ont même pas de communauté. Ils vont commencer à prendre l'argent avec leur papa. Il y a des micro-influenceurs qui vont avoir 1000 abonnés, mais qui ont un engagement meilleur que quelqu'un qui en a 200 000 parce que les gens sont vraiment connectés à lui. Ils répondent à ses publications, ils les partagent, ils les sauvegardent, ils les commentent. Ceux-là négocient en milliers d'euros comment ça s'appelle, des collaborations. Ce n'est pas le nombre d'abonnés, ce sont vos chiffres. C'est votre engagement. L'engagement, c'est votre capacité à convertir des gens en acheteurs potentiels, des gens qui vont cliquer, qui vont aller s'abonner, qui vont swiper, qui vont commenter, qui vont sauvegarder. C'est ça qui intéresse les gens. Et les agences regardent aussi la nature de vos commentaires. Si la plupart des commentaires, c'est des insultes, c'est des grossièretés, ils se disent que cette communauté n'est pas intéressante, elle ne va rien acheter. Tout à fait. Et quelqu'un pose une question, oui, les gens qui achètent des abonnés, mais vos abonnés, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des robots, c'est des ordinateurs en Inde, en Chine, et on peut le voir. Quand on va vous demander vos statistiques, 80% de vos abonnés sont en Ouzbékistan. Je trouve ça très stupide personnellement, parce que c'est tellement visible en fait. Ils ont 1 million de followers, 1000 likes. Il y a parfois 3 commentaires pour quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Alors, on va aller sur la dernière question. Le temps est vraiment trop vite passé et je vais donner la parole à Steve. Alors, Steve, c'est une question de Dia Black Wilma qui nous demande comment aborder au mieux les marques et négocier au mieux sa gratification. J'ai envie de dire sa rémunération. Je pense que c'est ce que la personne a envie de dire. Et je pense que c'est une question qui est pertinente parce qu'on a une pléthore d'influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux et les gens ont du mal à se donner un prix. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Steve? Beaucoup de choses. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que déjà, ça ne sert à rien d'acheter parce que ça se voit. Et ensuite, il y a des outils comme Social Blade où en fait, on permet de voir. En fait, aujourd'hui, c'est un marché. Donc, du coup, en fait, il y a les. Moi, je le fais aussi en tant que marque quand je vais contacter des personnes pour travailler avec moi. Je vais regarder leur engagement, je vais regarder comment elles fonctionnent. Et en fait, là, j'y vais ou pas. Et en fait, quand on va travailler avec une autre personne, on voit que ça n'a pas marché.
mais en fait, on en parle autour de nous, à nos collègues qui ont d'autres marques aussi, donc ça ne sert strictement à rien, ça, il ne faut pas faire. En fait, c'est créer un besoin. Enfin, moi, j'ai acheté le livre de Gaël aussi. Je l'ai, en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est créer un besoin. C'est important de créer un besoin, en fait, et répondre à ce besoin-là. En fait, il faut répondre à un besoin. Dès que vous répondez à un besoin, en fait, ça va venir à vous tout simplement. Donc, pour contacter ces marques, pour répondre à ta question, excuse-moi, en fait, il y a deux parties. Moi, j'ai deux casquettes. Il y a l'influenceur, l'instapreneur qui va te parler de ça, et j'ai la marque aussi qui va te parler de ça. En fait, c'est vous dire quelle est votre valeur. Quelle est votre valeur et combien les gens vont vous payer pour pouvoir que vous mettez en avant leurs produits. Après, tout simplement… Comment le chiffre, est-ce que c'est par rapport à notre nombre d'abonnés, c'est notre taux d'engagement? Sur quel facteur on se base pour fixer ce prix-là? Parce que la crainte ici, c'est de soit se surévaluer ou au contraire de se sous-évaluer. Comment est-ce qu'on te donne le juste prix? Il y a deux options. En fait, il y a des agences de communication. Donc, du coup, en fait, il y a des agences qui ont des budgets, donc, du coup, qui vous contactent en disant, il y a telle marque, je dis n'importe quoi, il y a Evian qui t'a contacté aujourd'hui pour travailler avec toi. Evian a un budget de X euros. Et donc, en fait, la marque, elle va prendre son pourcentage et elle va te donner une partie. Donc, ensuite, ça va te permettre de juger ce que c'est ou pas. Après, en fait, c'est l'expérience qui va faire que, parce que selon telle agence ou telle agence, donc il y a des agences qui vont être vraiment très réglo, qui vont te payer au juste prix. Et tu as des autres agences qui vont être des charognards, qui vont vouloir prendre énormément et garder juste une toute petite partie pour toi. Donc, dans un premier temps, en fait, ça va être jugé en contactant directement, enfin, pas les marques à qui que les agences ont donné, mais d'autres marques. Vous allez contacter d'autres marques en disant, voilà, je suis créateur de contenu, voilà ce que j'ai fait. Moi, le conseil que je donnerais, tout simplement, si tu es dans la mode, tu vas créer du contenu, toi, déjà tout seul dans la mode, et tu vas cibler une marque qui est similaire à la marque que tu veux toucher. Donc, en fait, en disant, voilà, j'ai créé du contenu, voilà ce que ça fait, voilà ce que ça peut vous donner à vous. Et par rapport à ça, j'estime que je peux être payé X euros, etc. par rapport à ça. Maintenant, il y a des outils. Enfin, on n'est pas là pour parler de ces outils-là, mais il y a des sites en fait, qui te disent par rapport à ton follower, par rapport à ton nombre de followers, par rapport à ton nombre de commentaires, par rapport à ton nombre de likes, ils estiment. Donc, du coup, voilà, tu as SocialBet, par exemple, ils estiment à combien tu peux être payé. Donc, du coup, en fait, d'habitude, ils sont en dessous de la moyenne. Mais voilà, en fait, tu as des micro-influenceurs. Je veux dire qu'en fait, la micro-influence, jusqu'à 10 000 euros, c'est entre 200 et 500 euros, ils sont payés. Donc, en fait, à partir de 10 000 followers jusqu'à, on va dire, 50 000 followers, c'est entre 500, 750 euros qui sont payés. En fait, au-dessus de 50 000 followers, ça va être de 750 euros jusqu'à 2500, 5 000 euros. Et après, en fait, à 100 000 followers, c'est au cas par cas. Ça dépend de ton engagement, ça dépend de comment tu travailles pour la marque. Je voulais parler d'un truc parce que là, vous énumérez plusieurs fois le point engagement. Je prends un exemple tout bête. Moi, je prends mon exemple. Moi, je suis plus suivi entre les 18 jusqu'à 34, 18, 25, 25, 34. On sait tous et que c'est le public le moins actif. C'est-à-dire qu'ils sont engagés, mais ils ne sont pas engagés à… Voilà. Mais quand il y a eu… Ils sont moins prompts à payer. Quand leur arrivée de cotiser pour construire la maison à l'ASCO, pour payer des cadeaux de vélo, mais j'ai été le numéro 1. Si… Je ne sais pas, ça on appelle un engagement. Le gars, il n'est pas là, il ne like pas, il ne commente pas, il en rigole toute seule chez elle. Mais le jour que j'ai mobilisé, le jour que je vais mobiliser des fonds, c'est des gens sur qui je peux compter les 18, 25 et les 25, 34, puisque moi, je les ai à gogo comme ça. C'est pour ça que… Là, c'est l'influence observateur. Tu peux provoquer une réaction chez eux, tu peux les inciter en termes de comportement à faire quelque chose. Mais les marques, ça veut dire qu'ils sont là. Ce qu'elles veulent, c'est que le public achète pour qu'ils récupèrent leur argent. Et ça veut dire qu'ils sont là. Là où le bas blesse avec c'est pour ça que je ne comprends pas bien les métiers. Par exemple, je connais des petits qui ont un public de jeunes, les enfants, les 13-17, qui ont 80% de 13-17. Mais eux, c'est les plus engagés de la planète. Là, tu mets une photo aujourd'hui, des milliards de commentaires, tu ne peux pas te comparer à ce petit. Mais quand leur arrivée de prendre les sous,
Je n'ai pas d'engagement, je sais. Il y a deux options, Florent. C'est que tu as des marques qui vont vouloir gagner des followers. Et donc, du coup, toi, quand tu vas parler à ta communauté pour s'abonner à ces marques-là, ils vont cliquer, en fait, ils vont s'abonner. Donc, du coup, ils vont voir leur abonnés augmenter. Et il y a d'autres personnes, eux, en fait, ils vont monétiser. Et eux, en fait, du coup, ta communauté qui a un gros pouvoir d'achat, elle va mettre en sorte, elle va payer. Donc, du coup, en fait, ça dépend de chaque marque. Il y a quelqu'un qui demande s'il faut un minimum de followers. Et ça va être notre dernière intervention parce que malheureusement, on a débordé sur le temps. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de followers à avoir, un nombre minimum d'abonnés? Pour aller demander de l'argent à des marques? Oui, pour démarcher des marques. À partir de 1000, je pense. À partir de 1000. Quelqu'un disait, si vous voulez remplir observateur et humoriste, je ne sais pas s'il a déjà fait du stand-up. Si je fais du stand-up si je parle devant une classe, c'est en moyenne 30 élèves. C'est déjà énorme, c'est un public. Et je peux comprendre l'impact de mes cours où je fais une intervention, c'est énorme. Si je parle devant 100 personnes, c'est une salle de conférence. Si je parle devant 1000 personnes, c'est une arène déjà, c'est pas petit. Mais c'est pas parce qu'on a 1000 abonnés que tous les 1000, c'est souvent 10% qui vont voir notre contenu. Mais si on convertit 100 personnes en acheteurs, sur les mini-communautés, il vaut mieux que on ne vend pas la visibilité. Là, on va vendre le pouvoir d'achat de ces gens. En revanche, des gens comme observateurs, c'est des créateurs de contenu excellents pour permettre à des marques de gagner en notoriété et en visibilité parce qu'il a une telle audience. Si c'est juste pour la renommée de la marque, oui, il faut aller vers ces gens-là. Si c'est pour des choses qui coûtent 50, 200 000 à acheter, je ne suis pas sûre que son public va mettre 200 000 dans une paire de chaussures, par exemple. Il y a des gens dedans comme ça, mais ce n'est pas forcément la majorité. Donc, lui, il doit savoir qu'il vend de l'influence, il vend de la visibilité, de la notoriété, de la viralité. Et ça aussi, ça a un coût. Ça se paye très cher. Exactement, c'est une audience. Et en fait, nous sommes sur la niche parce que tout le monde ne va pas aimer la mode. Tout le monde ne va pas aimer, tout le monde n'aura pas des enfants. Tout le monde ne sera pas dans un secteur prédéfini. Alors que, en fait, l'humour, ça va toucher un maximum de personnes. Et donc, du coup, en fait, Observateur, typiquement, il a cette audience où il va impacter beaucoup de personnes. Et de par son humour, il va toucher ces personnes-là. Donc, c'est à partir de 1000. Et après, moi, je dis aussi à partir de 50 000 qui a un certain panier. Il ne faut pas oublier, 50 000, c'est un Stade de France. C'est un Stade de France, tout à fait. En tout cas, à vous tous, je pense qu'on a atteint des millions de personnes, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que vous êtes tous très suivis. Et moi, je vous dis merci beaucoup pour cet échange qui a été très édifiant. Je tiens juste à rappeler que voilà, Steve, ton livre sort demain. J'avais toutes les excuses, donc j'invite tout le monde à s'en procurer une copie et on peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Ta page, c'est Steve Exactement, donc, du coup, ma page, c'est Steve, donc du coup, steves.onkpenou, HOUNKPONOU. Et donc, sur mon site, steveonkpenou.com, sinon, il paraît d'autres plateformes. Moi, j'ai créé ma plateforme aussi, où il y a une newsletter, où j'envoie en fait de la valeur, je donne des informations à ma communauté tous les vendredis. Donc, en allant sur ma plateforme, en s'inscrivant à la newsletter, ils auront des informations. Donc, sur steveonkpenou.com, on peut me trouver, mais je suis présent. On peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux. China, on te retrouve également sur Instagram. Oui, tout à fait. Twitter et Facebook, si vous voulez parler d'entrepreneuriat, d'Afrique, de maternité, de mode, évidemment. Et comme je disais aux uns et aux autres, ne soyez pas sur les réseaux sociaux que pour ça. Ayez des projets. J'en profite pour parler de mon prochain projet également. C'est la sortie d'une bande dessinée qui s'intitule « C'est maman qui commande », qui raconte mes péripéties de maman de 4 enfants à Paris, qui ont cru que parce qu'on est en France, ils vont venir jouer les petits blancs, mais voilà, qu'on a une maman comme moi, on a besoin de Pascal, le grand frère. Donc, j'ai à peu près pitché la BD, c'est humoristique, ça met en avant nos mamans qui sont les piliers de nos familles et qui portent à la fois donc, les enfants, la vie qu'elles ont donnée, une fonction dans la vie, donc un travail, et également doivent rester des êtres humains à part entière. C'est quelque chose de drôle qui célèbre la maternité, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur. Moi qui ai choisi d'avoir 4 enfants, qui aimerais même en avoir plein d'autres encore, si je pouvais. Et j'espère que chacun retrouvera sa maman dedans en disant « Oh là là, ça c'est typiquement ma mère qui dit « Tu parles comme ça ». Et j'en parlerai très bientôt sur les réseaux sociaux parce que le livre va être en pré-vente et j'espère que les gens l'accueilleront avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'encouragement pour mes enfants et moi parce que c'est une entreprise familiale du coup. On en est convaincus. Fantastique. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Alors moi, c'est sur Instagram principalement, fantastique avec
FantastyK. Je sais que c'est compliqué, mais c'est comme ma personnalité. Donc, Fantastique, STYCK. Et aussi sur mon magazine, où on fait de très bonnes choses pour la mode ivoirienne et africaine, qui s'appelle Fall in Love. Oui, ouais, c'est ça. J'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention. Si, comme Fall in Love, mais avec mode à la fin. Voilà. Donc, je vous attends là-bas pour parler de mode et d'autres choses. Parce que je suis ivoirienne et que mon humour d'ivoirienne me suit aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, je raconte aussi mon quotidien ici en Côte d'Ivoire, où c'est la joie et où il y a beaucoup de choses à voir aussi. Donc, voilà. L'humour, la joie, ça, ce sont les marques de notre cher observateur. Observateur, moi, je te suis sur Snapchat, mais quelles sont les autres plateformes sur lesquelles on te retrouve? Retrouvez-moi devant la préfecture de Melun. Voilà. On peut plus sortir, il est 18h. Je fais mon titre de ce jour. Vive la France. Vive la France. Et ouais, partout, Instagram, Facebook, partout. Si vous m'appelez là, je ne suis pas cher. Hein. Je ne vaux même pas 300 €. Ne dis jamais ça. Arrête. C'est de l'humour, China. C'est de l'humour, China. Moi, il ramasse. À bêta. Donc, merci sur Twitter, Observateur, Instagram, Observateur, Snapchat. Je suis plus actif là-bas parce que voilà, ça me permet de mettre n'importe quoi. Voilà, chacun choisit ce qu'il veut. Sur Facebook aussi, je commence à être actif parce que j'ai été pas assez actif l'année passée à cause des films que j'étais dans des projets de films. Félicitations pour le projet Netflix, j'ai regardé. Ah, merci beaucoup. Là, c'est petit, ce qui arrive là. Et c'est du lourd. En tout cas, merci à tous et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir.